Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus, merci d'être là. Je suis Saïd Assef, directeur général adjoint au département des Landes. Merci de votre présence nombreuse et très diversifiée pour cette conférence débat sur l'attractivité des métiers de l'accompagnement. Sans plus tarder, je cède la parole au président du conseil départemental, Xavier Fortinon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'abord d'avoir répondu présent pour le lancement un petit peu de cette feuille de route sur les métiers, sur l'attractivité des métiers de l'accompagnement. Je vais vous donner quelques mots d'introduction qui va cadrer peut-être un petit peu après le débat qui aura lieu et les différentes interventions. Moi, je voudrais déjà saluer la présence de M. Piveteau, qui est conseiller d'État et qui a surtout beaucoup travaillé, et là conseiller d'État maintenant au niveau de l'action sociale, mais il le précisera, et qui a beaucoup travaillé et qui a produit beaucoup de rapports sur tous ces métiers de l'action sociale, et qui est quand même vraiment une référence nationale. Michel Lafourcade, qui est l'ancien directeur régional général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et qui avait été aussi mobilisé par le gouvernement pour un certain nombre de missions qui concernent aussi tous ces métiers de l'action sociale. Et après, en visio, mais Saïd Assef le précisera parce qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui, nous aurons aussi un intervenant national qui venait de Normandie, et vous comprendrez pourquoi il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Les problèmes de transport. Donc, ce que je voulais vous dire en introduction, c'est que les différentes projections démographiques qui partagent toutes le même constat. À l'horizon 2050, plus d'un Landais sur 3 aura plus de 65 ans. Comme nous le savons également, le taux des personnes qui développent des pathologies et handicaps qui nécessitent une prise en charge augmente aussi à partir de cet âge-là. Cela nous rappelle, s'il était encore nécessaire, à quel point les accompagnements sociaux et médico-sociaux sont essentiels et irremplaçables. Mais ce n'est pas à vous que je vais le dire, vous êtes tous acteurs dans ce domaine. Pourtant, si important, ces métiers de l'accompagnement font face à une crise du recrutement très inquiétante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 89% des directeurs d'établissements médico-sociaux ont déclaré en 2022 faire face à un manque de personnel, et 33% des services à domicile ne parviennent plus à honorer intégralement les plans d'aide d'allocation pour l'autonomie. Et pour cause. Ces professions sont fatigantes, autant sur le plan physique que psychologique, et les rémunérations sont souvent trop peu attractives au regard de la difficulté de ces fonctions. De fait, certaines structures dans les Landes sont confrontées à un taux d'absentéisme élevé. Par exemple, dans certains EHPAD, le taux d'absentéisme grimpe à 11%. Dans le même temps, on dénombre plus de 490 offres d'emploi non pourvues. Impossible ici pour moi de ne pas évoquer, même si je vais le faire très rapidement, l'injuste réforme des retraites fortement souhaitée par le président de la République, réforme pour laquelle on demandera aux travailleurs du secteur médico-social, entre autres, de travailler 2 ans supplémentaires, alors, comme je vous le disais précédemment, que ces professions sont particulièrement usantes. Il est fort à parier qu'il sera physiquement impossible pour tous ces professionnels d'assumer leurs fonctions jusqu'à 64 ans. Les arrêts maladie, comme actuellement, vont se multiplier, ce qui aura pour conséquence d'accroître les postes non pourvus. Donc, cette parenthèse étant fermée, plutôt que de subir ces prédictions, nous oblige à nous préparer et à anticiper dès à présent. Nous le devons aux citoyens landais, à leurs familles, mais aussi à tous les professionnels des métiers de l'accompagnement, largement représentés donc dans cette salle. Le département n'a certes pas attendu l'amplification de cette crise d'attractivité pour développer un certain nombre d'actions visant à garantir des meilleures conditions de travail des professionnels, des secteurs sociaux et médico-sociaux. Le plan Bien vieillir dans les Landes avec les renforts de personnel en EHPAD, des crédits pour les services à domicile. Nous avons assumé, vous le savez, les revalorisations salariales prévues par le Ségur, même nous les avons anticipées.
mais cela peut sembler totalement insuffisant au regard des enjeux qui nous font face. C'est dans ce sens que l'ensemble des acteurs du secteur, des autorités et financeurs, des fédérations et des employeurs se sont regroupés afin de co-construire une feuille de route qui aura pour objectif de pallier la crise du recrutement et la fidélisation de ces secteurs. Ainsi, ce plan a été élaboré en concertation étroite avec la région, et je salue Marie-Laure Lafargue qui vient d'entrer, l'Agence régionale de santé, l'État, à travers la DETSPP, l'Éducation nationale, Pôle emploi, la mission locale, l'Union départementale des CCAS et CIAS, les fédérations d'employeurs du secteur associatif, le centre de gestion, la Chambre de commerce et d'industrie, les caisses de retraite, l'association des maires. Je souhaite sincèrement, pour ce travail collaboratif et collectif, les en remercier. Car chacun de ces partenaires détient une partie des réponses. Et la somme conjuguée et systématisée de ces réponses permettra d'enrayer les tensions sur les recrutements et après la fidélisation des professionnels. Cette feuille de route territoriale et partenariale sur l'attractivité des métiers de l'accompagnement porte d'abord l'ambition de ne laisser aucun secteur, aucune structure au bord du chemin. Ainsi, tous les métiers du secteur social, celles et ceux qui accompagnent les personnes vulnérables, sont embarqués dans le projet. Mais cette concertation s'opère aussi avec l'aide de toutes les structures du secteur social et médico-social en charge du handicap, des personnes âgées, de la protection de l'enfance, mais aussi de l'insertion. Ainsi, afin de s'adapter aux réalités de chaque territoire qui compose notre département, ce plan d'action détient pour ambition de décliner des actions très concrètes pour chaque zone du département. C'est dans ce sens que des rencontres territoriales vont être mises en œuvre très prochainement, fin mars 2023, pour coller au plus près de vos réalités de terrain, en soutenant des initiatives déjà prises et en levant autant que possible les obstacles rencontrés. L'objectif consiste à répondre aux deux problèmes majeurs rencontrés par les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans les Landes. Celui du recrutement et celui de la fidélisation des personnels. S'agissant du recrutement, nous ne nous voilons pas la face. Le vivier se tarit. Et Pôle emploi le disait tout à fait ce matin, beaucoup de métiers sont en tension. Et aujourd'hui, compte tenu du taux de chômage relativement faible, ce vivier pour les métiers de l'accompagnement donc, va se tarir. Mais nous n'avons probablement pas épuisé toutes les opportunités de donner envie, de mettre le pied à l'étrier à des jeunes ou des moins jeunes qui s'intéressent à ces métiers. Qu'il s'agisse des actions à mener avec l'éducation nationale ou la mission locale, des promotions de services civiques, des parcours d'emploi compétences, des formations courtes de première mise à l'emploi, des taux très bas de recours à l'apprentissage et du parcours du combattant que constitue aujourd'hui la VAE. S'agissant de la fidélisation, permettez-moi d'insister sur quelques points qui me tiennent particulièrement à cœur, à savoir la professionnalisation tout au long de la vie et la qualité de vie et des conditions de travail. Par exemple, le taux de professionnels landais diplômés dans l'aide à domicile est d'environ 35%, mais il n'est en réalité largement pas suffisant. La présence des OPCO et du centre de gestion à nos côtés doit nous permettre de relever ce taux en étant encore plus offensif sur la promotion professionnelle en cours d'emploi. Pour la qualité de vie au travail, elle est évidemment très différente en fonction du type de structure et du cas d'intervention de chaque professionnel. Mais comme nous le savons, nos secteurs détiennent un des taux de troubles musculo-squelettiques les plus importants devant le bâtiment. Ils représentent 90% des maladies professionnelles déclarées, sans oublier les risques psychosociaux dont la mesure d'ailleurs nécessite que l'on s'y penche sérieusement pour accompagner les équipes faisant face à des situations de plus en plus complexes. Je sais que de nombreuses actions sont déjà mises en œuvre. Là encore, nous serons collectivement à vos côtés pour pallier les manques et faire de la prévention des risques une véritable culture professionnelle.
Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer les problématiques qui découlent de la réalité socio-économique du territoire. Je pense notamment aux problèmes de logement sur certaines zones du territoire. Cela fait partie également des sujets que nous allons traiter dans le cadre de cette feuille de route. Pour y parvenir, il s'agit de mettre en œuvre une politique durable et innovante basée sur un engagement de chaque partenaire. C'est dans ce sens que le Conseil départemental votera une enveloppe supplémentaire de 500 000 € à l'occasion de son prochain budget. Comme première action tangible de cette feuille de route, à titre d'exemple, nous souhaitons mettre plus de moyens financiers sur l'apprentissage, renforcer les capacités de formation initiale et continue du travail social de notre territoire, développer des solutions de mobilité pour les professionnels du domicile. Nous voulons aussi soutenir les cadres intermédiaires et dirigeants. Leur métier a lui aussi profondément changé et de nouveaux modes d'organisation du travail doivent émerger. Cette journée de lancement, en présence donc d'éminents experts, comme je vous le disais, dont je remercie encore leur présence, ouvre donc une déclinaison concrète de nos actions. Avant de leur laisser la parole, mesdames et messieurs, soyez assurés que le département, en lien étroit avec l'ensemble des autres partenaires que j'ai cités et qui sont engagés sur cette feuille de route, sera au rendez-vous pour faire face aux défis des métiers qui concernent bien sûr l'accompagnement. Donc je vous souhaite surtout de bons travaux cet après-midi afin que la cause de l'attractivité des métiers progresse et que demain, les défis qui sont devant nous, on puisse les lever les uns après les autres et que ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est-à-dire le service rendu aux personnes les plus vulnérables, puisse être encore amélioré comme on le souhaite tous et comme on s'y engage tous. Donc je vais laisser maintenant Saïd Assef vous faire la présentation un petit peu de la table ronde et des différents intervenants. Et je salue M. Gégère qui nous... Non, ce n'est pas M. Gégère qui nous a... Ils n'ont pas encore rejoint, mais ça ne saurait tarder. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Président. Sans plus tarder, alors je voudrais juste avoir une petite confirmation que le professeur Marcel Gégère est bien connecté. Ça s'appelle une non-confirmation. Bien, on va résoudre cela. Donc, comme le président Xavier Fortinon vous l'a indiqué, donc première conférence sur l'attractivité des métiers. Première, parce que l'idée, c'est qu'on ait des rendez-vous réguliers sur ces sujets-là. Pas tous les mois, mais 1 à 2 fois dans l'année pour qu'on ait l'opportunité de dialoguer, de discuter sur des sujets de fond liés à cette crise de l'attractivité. Je ne vais pas être très long. Michel Laforcade et Denis Pifteau ont été présentés par le président et je vais donc du coup présenter nos 2 autres experts intervenants. Cyprien Avenel, que vous avez sur du coup en plein écran. Bonjour Cyprien. Bonjour. Voilà, qui est sociologue, un spécialiste du travail social et qui est, à ce titre, conseiller expert à la Direction générale de la cohésion sociale, donc au ministère des Solidarités. Merci, merci Cyprien. Et donc, il apportera à la fois son expertise et ça va être le modérateur discutant de cette table ronde. Et nous avons normalement le professeur Marcel Gégère. Marcel ? Pas encore. Bon. Donc, le professeur Marcel Gégère, qui est professeur émérite en travail social, qui a été le premier à créer une chaire de travail social au CNAM à Paris, entre autres travaux, membre du Haut Conseil en travail social et qui, du coup, va nous permettre aussi de discuter d'un certain nombre d'enjeux de mutation sur les métiers qui nous concernent. Cyprien, je vais te céder la parole tout de suite. Pour engager les discussions et les débats avec la salle. Donc, un premier temps de présentation et de discussion entre les experts et un temps important. Ça marche, monsieur. Ouais, c'est bon, là. Ça marche. Salut, Marcel. Alors, il y a à peu près 200 personnes qui t'écoutent. Donc, du coup, salut. Est-ce que tu nous vois ? Est-ce que tu nous Merci. C'est bon, Cyprien, je te laisse la parole. C'est parti. Merci beaucoup, Saïd. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Donc,
Effectivement, je remercie beaucoup le conseil départemental de m'avoir invité à ce moment de réflexion qui est très, très porteur et intéressant. Donc, cette conférence débat organisée par le conseil départemental des Landes et ouvert à tous ses partenaires se situe, ça a été dit, à un moment effectivement de perte d'attractivité particulièrement intense des professions du social et du médico-social, et ce, dans tout notre pays. Et ce qui se traduit par des difficultés majeures, en fait, de recrutement dans tous les secteurs, et aussi, il faut le noter, par une crise de vocation des jeunes générations, qui se détournent également des écoles de formation. Alors, je crois que la crise sanitaire a accéléré des tendances déjà à l'œuvre dans le travail social depuis longtemps, et elle a mis en lumière, et ça c'est nouveau, la question centrale du travail tout court et des conditions de travail. Et en effet, il faut le dire, je crois, la question de la qualité du travail et celle du sens qu'on peut lui donner au quotidien, eh bien, se sont fortement imposées depuis la pandémie de la Covid-19. Alors, la fameuse crise du travail social est en réalité déjà depuis longtemps documentée, je dirais même surdocumentée, mais la nouveauté, c'est qu'il y a une sorte aujourd'hui de fuite des professionnels du médico-social et du social, plus ou moins accentuée selon les professions, et pour tout un ensemble de raisons qu'on va étudier aujourd'hui, et notamment, ça a été dit par le président, et pour citer le rapport de la Cour des comptes d'ailleurs, qui mentionne la sinistralité record du secteur du grand âge. Et, il faut le souligner, ce niveau de vacances de poste aujourd'hui, alors les chiffres sont difficiles à trouver, à consolider, mais grosso modo, nous avons de 30 à 35% en moyenne de vacances de poste dans les collectivités, jusqu'à 40% par exemple en Seine-Saint-Denis, dans le secteur de l'ASE, et cela engendre des conséquences absolument négatives, évidemment, sur la qualité de l'offre de services et des accompagnements. Donc j'ai envie de dire tout de suite, ce n'est pas qu'une crise des métiers, mais c'est une dégradation des politiques de solidarité. Tant effectivement, les difficultés de recrutement des intervenants sociaux conduisent de facto à dégrader le service rendu à la population. Et par effet rebond, engendre une série de tensions. D'abord, par exemple, pour les services d'AMO, c'est un vrai risque social aujourd'hui. Ça entraîne aussi des phénomènes de report sur un report de charge de travail sur les collègues qui restent en poste. Et on en est déjà à recourir à l'intérim pour faire face aux situations d'urgence. Bon. Par ailleurs, je crois qu'il y a aussi un vieillissement important du secteur du travail social qui va engendrer une vague de départ à la retraite dans les années à venir, et ce, au moment où les besoins vont être criants pour les personnes âgées, évidemment, mais pas seulement. Et donc, il va falloir attirer et former une nouvelle génération de travailleurs sociaux. Et c'est un véritable défi. Parce que oui, aujourd'hui, il y a bien, force est vraiment de le constater, une réelle difficulté dans notre société à considérer et reconnaître le rôle essentiel des professions du social et du médico-social. Ces travailleurs, comme on les a appelés, de première ligne et de seconde ligne. Et ce manque de valorisation des métiers du social et du prendre soin, ça se traduit, il faut bien l'admettre, par un niveau de rémunération faible, voire très faible, et stagnant depuis longtemps. Alors, j'ai envie de dire, on peut s'en étonner ou s'en désoler, mais c'est un fait. Et même s'il y a beaucoup de personnes qui portent les valeurs de solidarité, les investissements immatériels, les investissements humains, sont moins valorisés dans notre société que les investissements physiques, matériels, comme par exemple les routes, les ronds-points, les lignes de TGV, les tramways, la rénovation urbaine, etc. Et d'ailleurs, on entend parler de ce côté-là souvent de création de richesses, de création de valeur, de création d'emplois en termes positifs, alors que pour les politiques de solidarité, on parle souvent de dépenses sociales, de coûts des dispositifs, d'emplois subventionnés. Donc, j'ai envie de dire,
au-delà des sujets métiers, je crois qu'il y a aussi un enjeu de mobiliser sans doute des instruments scientifiques notamment, qui nous permettraient d'argumenter, de délibérer, de consolider, je crois, une légitimité de l'action publique dans le champ social et de l'insertion, de sorte que oui, la politique sociale soit sans doute perçue avec plus de confiance aujourd'hui, et plus encore, je crois, que soit documenté dans les territoires son impact sur les parcours d'insertion, le retour à l'emploi, le prendre soin, le bien-être, l'accueil des enfants, le bien vivre ensemble, en termes donc de développement humain et même de développement économique. Donc je crois qu'il faut quand même réaffirmer ici que la politique sociale, ce n'est pas simplement une dépense, une charge, mais c'est un gain, c'est un moteur même de la vie économique et sociale, et elle doit de ce fait être mobilisée comme un atout, comme un outil dynamique d'émancipation des individus, des groupes, et donc, oui, c'est un élément structurant du bien commun local, c'est-à-dire une ressource d'investissement. Et il n'y a pas, par ailleurs, évidemment, de politique de solidarité sans accompagnement social, c'est-à-dire sans les travailleurs sociaux. Et ce sont les métiers, oui, de l'accompagnement dans la proximité, ben oui, qui font vivre la politique sociale au quotidien. Mais il n'empêche, et c'est le sujet de notre après-midi, une grande partie de ces professions sont confrontées à des conditions de travail difficiles, avec un niveau de faible de rémunération, c'est déjà dit, d'autant que, je le rappelle, ce sont à 95% des professions féminisées, il y a un sujet égalité, et qui sont donc plus particulièrement exposées au temps partiel, souvent subi, et pour exercer des activités, des fonctions très exigeantes et qui requièrent un fort engagement personnel et avec une charge mentale qu'on ne veut pas négliger. Bref, le constat, je crois, est aujourd'hui suffisamment partagé pour être souligné une fois encore. Le travail social subit une crise protéiforme et cette crise se traduit aujourd'hui en particulier par un sentiment de perte de sens de la mission. Alors même si, évidemment, il faudrait, je pense, relativiser ce constat parce qu'en réalité, cette crise est ancienne et sans doute peut-être aussi vieille que le travail social lui-même, il n'empêche, il s'exprime aujourd'hui très fortement sur le terrain et se traduit très concrètement aujourd'hui d'une façon inédite par la vacance des postes et un éloignement des jeunes autour de ces formations. Alors voilà. Que s'est-il donc passé? Comment renouer avec l'attractivité? Dans quelle mesure les métiers du travail social, de l'accompagnement se sentent empêchés, en quelque sorte, de réaliser un travail social bien fait? Quelles sont les conditions de reconnaissance et de pouvoir d'agir des métiers du travail social, de l'intervention sociale? Quelles sont les solutions qui peuvent être apportées? C'est le fil rouge que nous vous proposons aujourd'hui pour cette conférence débat et que nous allons donc tout de suite dérouler en 3 moments, en 3 axes de réflexion, en partant d'abord du diagnostic des difficultés actuelles, parce que quelque part, avant de trouver les réponses, il faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes solutions, et donc ensuite de se donner les moyens, en quelque sorte, et les leviers de surmonter les difficultés actuelles. Et donc, dans une posture, je crois, qui résiste en quelque sorte au sentiment envahissant de crise, pour être aussi force de proposition et de transformer, de valoriser les conditions d'exercice de ces métiers et d'améliorer, ne l'oublions pas, évidemment, la vie des personnes accompagnées. 3 temps d'échange donc, de 20 minutes chacun. Le temps de parole sera exigeant aussi. Un premier sur les principales composantes, raisons et facteurs de cette crise structurelle de l'attractivité des métiers. Un deuxième temps où nous reviendrons plus en profondeur sur le cœur de métier, en quelque sorte, l'accompagnement, ce que veut dire accompagner, l'évolution de ces métiers, leur sens et leur utilité sociale. Et nous finirons dans un troisième temps
sur les leviers, les solutions prioritaires qui peuvent être proposées notamment. Alors, je commence tout de suite par notre première entrée dans le sujet et je commencerai par interroger et donner la parole à Marcel Gégel et Michel Laforcade, et peut-être Marcel Gégel en premier temps, pour qu'il nous indique, selon lui, en une dizaine de minutes, quelles sont les principales composantes pour lui de la crise actuelle de l'attractivité des métiers. Marcel Gégel, si vous nous entendez. Bonjour. Comme ça vient d'être dit, on est face à une crise ancienne. Alors, sans vouloir faire dans la provocation, je pourrais dire que cette crise, c'est une bonne opportunité, c'est même une bonne nouvelle, parce que cela nous permet de s'interroger, de s'intéresser au travail social. Cette crise que nous traversons, elle est l'occasion de nous interroger sur un déficit d'anticipation de cette crise, dont les racines sont lointaines, et elle nous renvoie à un problème de compréhension de ce qu'a été historiquement la difficulté du travail social. Pour une part, on peut dire que la crise est une dimension consubstantielle du travail social, sans évoquer toute l'histoire de cette activité. On sait que dans un des mythes fondateurs du travail social a été la création des résidences sociales à la fin du 19e siècle, avec par exemple une figure historique qui a été celle de Marie-Jeanne Bassot. Je pense que c'est important de se redire ça, parce que d'abord, c'est important aussi d'honorer des figures féminines qui sont à l'origine du travail social. Mais comme vous le savez, le travail social, il a démarré sur un scandale, sur à la fois un engagement fort de femmes de bonne famille pour créer des maisons pour les pauvres, et en même temps par un procès célèbre en 1909, lorsque le père de Marie-Jeanne Bassot, qui était un général, avait décidé de faire interner sa fille au motif que le fait de s'occuper des pauvres témoignait, et je cite les termes de l'époque, témoignait de son imbécilité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le travail social qui est de l'ordre d'une implication forte dans un contexte de crise. Et effectivement, on ne voit pas pourquoi ça ne se répercute pas sur le travail social par lui-même. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien, qui pose la question du rapport à l'autre dans une société démocratique, et les travailleurs sociaux, c'est là où se pose la question du sens. Ils ont une espèce de rôle extrêmement difficile. D'ailleurs, à un moment donné, on a utilisé l'expression de métier impossible, une tâche parfois insurmontable, qui était à la fois de venir aider des publics en difficulté dans un contexte social où, disons, la question du travail importait plus que tout. Sans être trop long, je voudrais dire qu'il y a deux temps. Il y a deux temps importants, parce que si on dit que c'est très lié à l'origine du travail social, ce qui change et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de focalisation sur la crise du travail social, parce qu'on sait qu'en l'espace de 6 mois, il y a une multiplication de rapports. Je pense au rapport de Denis Piveteau, celui du Conseil économique, social et environnemental. Enfin, il y a une dizaine de rapports très importants sur la question du travail social. Donc, il y a eu une alerte. Mais on peut se dire qu'il y a eu un premier temps situé au début des années 2000, que je pourrais appeler le temps de la reconnaissance. La question de la reconnaissance du travail social a été un thème très fort, et à l'époque, le Conseil supérieur du travail social, puis le Haut Conseil du travail social se sont mobilisés pour essayer de faire connaître cette activité. Et l'idée de l'époque, c'était qu'on se plaignait de la difficulté du travail, on se plaignait de ne pas être reconnu parce que l'on estimait
devoir être reconnus, mais autant les personnes restaient en activité. Et là, il y a au moins 2 textes qu'on aura en tête. C'est le rapport qu'avaient fait Antoine Lazarus et Hélène Stroll, qui, en 1995, s'appelait « Une souffrance qu'on ne peut plus cacher », et qui a été suivi d'un autre rapport très important, dont le titre lui-même est très parlant et d'actualité, c'était « Souffrance, troubles psychiques, rôle et place du travailleur social ». Donc, il y avait déjà une thématique forte. Et peut-être, on peut faire l'hypothèse que dans ce temps-là, les années 2000, il y a eu 2 dates dans les politiques publiques qui ont pesé. Il y a eu d'abord la création du RMI. Et on l'a dit à l'époque, ça a été l'occasion pour des travailleurs sociaux, notamment pour les assistants de services sociaux, de se confronter à un public qu'on a appelé, notamment à l'époque, les nouveaux pauvres, et qui a entraîné une espèce de confrontation avec un public que les travailleurs sociaux n'étaient pas habitués, disons, à connaître au quotidien. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est avec la loi du janvier 2002, on peut appeler une crise de légitimité du travail social et de l'action sociale, avec une espèce de suspicion qui a été très mal vécue par les travailleurs sociaux, une suspicion d'avoir une responsabilité dans les maltraitances, le tout dans un contexte de développement de différents problèmes, la pédophilie, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et donc, il y a une espèce de choc, de choc de légitimité dans les années 2000, dont on perçoit aujourd'hui, j'allais dire, les répliques. La crise aujourd'hui, elle est d'une autre nature. On a eu premier choc, je dirais, c'est l'interrogation sur la légitimité et un déficit de reconnaissance. Le deuxième, c'est le temps de la baisse de l'attractivité. Alors, c'est non seulement la baisse d'attractivité, mais aussi c'est l'évaporation active de beaucoup de travailleurs sociaux qui finissent par quitter le métier, d'ailleurs, assez rapidement, et avec des phénomènes auxquels on est confronté, c'est surabsentéisme, sinistralité, des risques psychosociaux et des problèmes de santé mentale. La thématique de la santé mentale va occuper une place croissante. Alors, Cyprien Avenel l'a évoqué, les contours du phénomène, on en prend la mesure par des chiffres qui sont tout à fait impressionnants. Ils ne sont pas ni propres au travail social, puisqu'on retrouve dans beaucoup de métiers, je dirais, qui mettent en jeu la relation à l'autre. Et ce n'est pas non plus, d'ailleurs ça c'est un point qui pourra discuter, un phénomène spécifiquement français, parce qu'on va le retrouver aussi dans beaucoup de pays. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une multitude de causes. Je pense que dans les échanges qu'on va avoir, on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être que je mettrai l'accent sur 2 éléments importants. Il y a des mutations sociétales importantes, notamment le rapport à un individualisme que Robert Castel qualifié d'individualisme négatif, mais et qui fait que l'état général de la société rend compliqué, je dirais, les relations aux personnes. Et puis, dans un élément qui est tout à fait lié à cette évolution sociétale, qui est le rapport au public. Je pense que dans la crise actuelle, il y a bien entendu des éléments statutaires. Il y a une confrontation à des politiques publiques qui sont difficiles à assimiler, avec le sentiment envahi par des contraintes bureaucratiques. Tout ça, ce sont des éléments réels. Mais peut-être qu'un des points, et d'autres qui m'a paru le plus intéressant peut-être à examiner, en tout cas à l'avenir, c'est la perception de la difficulté du métier par rapport au public d'aujourd'hui. Il y a eu des thématiques qui réapparaissent, mais dont on parle assez peu. La question de la peur par rapport à certains publics. Je pense à un colloque qui avait été organisé avec des travailleurs sociaux dont l'intitulé est « Travailler avec la peur ». Puis je pense aussi à tout un courant, notamment qui
développe un volet de la sociologie que l'on appelle la sociologie du dégoût. Autrement dit, le rapport au public n'est pas fait que d'un rapport compassionnel, n'est pas fait que de compréhension, il n'est pas fait que d'écoute, il est fait de conflictualité. Et peut-être, je ne vais pas insister trop là-dessus, mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est non pas la situation de la crise actuelle, c'est l'avenir de cette crise. C'est pour ça que le Haut Conseil du travail social a démarré un groupe de travail sur la prospective, parce que là, on parle d'éléments qui posent un problème d'emploi, mais au-delà de la question de l'emploi, c'est l'avenir du travail social. Et pour nous, mais je pense qu'on y reviendra, cela suppose de prendre acte de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et de la difficulté à trouver des solutions. Donc ça implique bien entendu des échanges sur l'évolution des situations statutaires, salariales, etc. Mais en particulier, la question de la connaissance de l'exercice effectif du travail social, connaissance des publics, est un enjeu majeur. Probablement qu'on n'a pas encore aujourd'hui les outils qui nous permettent de prendre la mesure de l'ensemble de ces phénomènes, ce qui pose le problème de la recherche du travail social ou de la recherche tout court par rapport à ça. Peut-être donc, sans transition, monsieur Laforcade, quel prolongement, à partir de ce que vient d'invoquer Marcel Gégère sur l'impact des transformations du public, l'incertitude des temps d'aujourd'hui des politiques publiques et les enjeux qui ont été pointés, notamment en termes de santé mentale et de renouvellement des populations, au-delà des enjeux statutaires, quel prolongement, monsieur Laforcade, vous pourriez proposer sur le diagnostic de crise d'attractivité? Bien, merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Alors, quelques éléments complémentaires. Ce que je voudrais dire d'abord en préambule, c'est que ce dont nous parlons est une situation et une politique publique en devenir d'une densité, d'un poids humain absolument considérable. Il y a des enjeux humains qui sont, je crois, au-delà de bien ce qu'on peut observer dans beaucoup d'autres politiques, même des politiques de la solidarité. Myriam El Khomri, dans son rapport de 2019, nous disait qu'avant 2025, c'est-à-dire demain, il nous fallait former 350 000 aides-soignantes et AES, c'est-à-dire auxiliaires de vie à domicile et anciennes AMP. Nous sommes effectivement loin du compte. L'adresse, notre direction des études du ministère de la Santé et de la Solidarité, au mois d'avril 2022, parlait de 600 000 personnes à former avant l'année 2030. Ça veut donc dire que les chiffres, pour moi, sont intéressants par leur densité humaine. Ça veut dire qu'il faut imaginer qu'aujourd'hui déjà, des centaines de personnes téléphonent tous les jours pour demander à obtenir une AES à domicile, pour demander à obtenir une place en EHPAD, et que la réponse qu'on est obligé de leur donner, c'est rappeler dans 6 mois, on verra. Je parle des places d'EHPAD en particulier, qui à l'heure actuelle sont fermées dans plusieurs endroits du territoire, faute de personnel suffisant. Donc mesurons bien, je crois, les conséquences humaines de ce dont on est en train de parler aujourd'hui. La présidente de l'UNA, l'Union nationale des aides à domicile, pas plus tard qu'hier, expliquait qu'un appel sur 10 ne peut absolument pas être satisfait. Ça veut dire qu'il fait l'objet d'une réponse négative à 100%. Et un appel sur 4 fait l'objet d'une réponse partielle par rapport à la demande et par rapport aux besoins. Alors, lorsqu'on essaie d'aller vers l'analyse de cette attractivité et du pourquoi de ce déficit d'attractivité, je crois que dans ce domaine, comme dans d'autres, il est toujours intéressant d'interroger les gens concernés.
qui nous expliqueront ce qu'est le vrai déficit d'attractivité et pas seulement celui que nous pensons être comme tel, parfois à leur place. Je renverrai à une étude de la dite branche de toute l'activité de l'aide à domicile datant de 2018, mais malheureusement, je pense que la situation ne s'est pas améliorée, elle s'est plutôt détériorée. Simple interrogation, question ouverte à l'égard des personnes concernées. 4 critères qui arrivent en tête. Premier critère, nous ne parlons que de l'aide à domicile, ça va de soi. Premier critère, le critère financier. C'est important, tout de même. Des efforts ont été faits, l'avenant 43, vous le savez, la revalorisation du taux horaire, mais nous partions de tellement loin qu'on peut être sûr qu'il faut encore aller plus loin et peut-être beaucoup plus loin. En matière de revalorisation salariale, la plupart du temps, le sentiment de la population concernée, sauf s'il y a une revalorisation dans des proportions extraordinaires, c'est de considérer que c'est un juste retour, c'est juste finalement une injustice qui est réparée, mais que ce n'est pas un élément d'attractivité. En tout cas, heureusement, tout de même, que cette gratification importante a été donnée. Deuxième élément, l'organisation du travail et les temps de travail. Troisième élément, la pénibilité physique et psychique. Quatrième élément, le temps partiel, puisque vous savez que 2/3 des personnes de l'aide à domicile qui sont à temps partiel sont dans un temps partiel subi et non pas choisi. Et je crois qu'il serait intéressant pour l'ensemble des populations concernées, tout simplement, de manière très basique, de leur demander ce qui, pour elles, explique ou expliquerait ces éléments d'absence d'attractivité. Ça sera peut-être un rôle de l'observatoire que propose le conseil départemental. Troisième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est la dimension idéologique que nous avons collectivement complètement ratée. Comment peut-on imaginer que des gens intègrent des métiers, des corporations, avec enthousiasme, alors que ces corporations et ces métiers sont connotés négativement par l'ensemble de la société, ne correspondent plus aux gratifications, aux canons de l'idéologie dominante? Qu'avons-nous raté collectivement pour qu'il en soit ainsi? Axel Honneth parle d'une société du mépris. Je pense que ce terme est à méditer, non pas pour attaquer Pierre, Paul ou Jacques, mais pour se demander pourquoi nous avons, dans une certaine mesure tous, participé à la mise en route de cette société du mépris à l'égard de ceux qui s'occupent effectivement des plus vulnérables. Quatrième et dernier point, pour parfaitement respecter le temps imparti, il me semble que tous ces éléments-là, ceux qu'a évoqués Marcel Gégère et bien d'autres, nous donnent quand même le chemin à suivre pour essayer ensemble de trouver des leviers et des solutions dont on parlera peut-être tout à l'heure. Premier de ces leviers, être capable de mener une politique systémique. Personne n'est capable scientifiquement de dire par quelle dimension il faut commencer, puis ensuite poursuivre. Il faut commencer par tout en même temps. Par tout en même temps en se rappelant qu'il y a quand même 3 types de gratification principales dans notre travail. La gratification financière, la gratification du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail, et enfin la gratification symbolique. C'est important de savoir qu'il n'y a plus de gratification symbolique à l'entrée dans ces métiers, comme je le disais il y a quelques minutes, parce qu'on se paie tous aussi aux gratifications symboliques. Comme par hasard, gratification symbolique qui était largement répartie
dans le monde enseignant et qui lui aussi commence à bénéficier de beaucoup moins de gratification symbolique et donc à être moins attractif. Donc une politique systémique, et c'est pour ça que ce plan d'action me semble notamment relativement, remarquablement intéressant, c'est que nous sommes dans une logique d'une politique qui va tenter de pianoter sur la totalité de la gamme. Le deuxième élément, c'est que nous ne devons jamais oublier, me semble-t-il, ce couple attractivité-fidélisation. Ça aussi, c'est un des atouts de ce plan. C'est très bien de finir par devenir attractif, mais encore faut-il être capable de donner envie aux personnes qui accèdent à ces métiers de rester dans ces métiers-là. Or, nous savons que le taux de fuite à l'heure actuelle est beaucoup trop important. Et puis je voudrais terminer par un dernier point à la fois de constat et qui nous amène sur ce que devraient être les politiques à venir. Il me semble que nous devons collectivement passer le pacte d'aller vers des politiques radicales. Des politiques urgentes et des politiques radicales. Si nous continuons sur le train qui a été le nôtre, je n'ai pris ma part de ce train-là, qui a été le nôtre ces dernières années, nous ferons fausse route. Il s'agit de changer complètement de braquet et d'aller vers de vraies politiques radicales, parce que la situation est assez terrible, au final, pour terminer comme le faisait le président Fortinon, pour les personnes qui sont soignées et qui sont accompagnées. Donc tout ceci, me semble-t-il, doit nous amener à quitter ce temps, finalement, de la rhétorique, des propos parfois un peu convenus. J'ai coutume de dire « passez-moi le séné, je vous passerai la rhubarbe », tout ça doit être derrière nous. Définitivement, il faut vraiment, et c'est pour ça que ce département, me semble-t-il, montre la voie, il faut vraiment aller vers des politiques beaucoup plus radicales. Merci beaucoup, Monsieur Lafourcade. Effectivement, encore une fois, de bien, en plus, être dans le timing des 10 minutes, c'est pas évident d'arriver à synthétiser aussi pédagogiquement autant d'éléments importants. Je me permettrai, mais juste en guise de transition, pour avancer dans le second temps de notre tour de table et de nos réflexions, et en étant dans le droit fil de ce que vous disiez, de partir aussi de ce que disent les professionnels eux-mêmes. Ce qui revient très très souvent, je pense qu'il faut aussi le prendre au sérieux, c'est dans quelle mesure les travailleurs sociaux, dans le développement de nos politiques sociales, en réponse à la multiplicité des problèmes sociaux qui se sont imposés à la société française, on a fini par produire une multiplicité de dispositifs, de prestations, de programmes, avec une logique d'empilement, de ciblage, d'une technicisation croissante des interventions, ce qui fait qu'on est quand même aujourd'hui dans des politiques sociales assez fragmentées et induisant des rapports ou des approches en silo en quelque sorte, avec une grande complexité administrative qui produit une thématique assez inédite depuis quelques années qui est très importante, c'est la question du non-recours aussi au droit et des termes comme protocolisation, procéduralisation, enfin empilement, bureaucratisation, etc. Bon, les travailleurs sociaux indiquent très souvent qu'ils sont embarqués dans des modes d'organisation du travail, devant faire face à la gestion des files actives et les positionnant, devant répondre à des indicateurs d'activité, nombre de personnes reçues, orientées, suivies. On est beaucoup plus dans un travail d'exécution qui éloigne du cœur de métier l'accompagnement. Et très paradoxalement, souvent, ils nous disent qu'ils finissent par passer beaucoup plus de temps à gérer la complexité administrative qu'être tout simplement présent à l'écoute avec les personnes et au risque d'une perte de sens, puisqu'on accompagne moins les gens. Et donc, il y a vraiment un sentiment vivement ressenti
d'un travail social mal fait. Et en cela, les conditions de travail sont importantes. C'est comme si on avait perdu en cours de route le cœur de métier, c'est-à-dire la relation. Comme si on avait perdu, je dirais, le cœur de métier, le service de la relation dans la relation de service. Et du coup, c'est peut-être pas seulement une perte d'attractivité ou une crise du métier en tant que tel, parce que les personnes en plus qui s'engagent dans ces métiers font preuve souvent d'une grande fierté, portent des valeurs de solidarité très, très fortes, mais c'est peut-être une crise aussi de pertinence et de conduite des politiques sociales, avec la logique de bureaucratisation, d'empilement de dispositifs qui parfois nous rend dans une complexité assez inouïe. Et ce sont donc pas le métier qui est en question, mais les conditions de travail qui empêchent de l'exercer de façon satisfaisante. La notion de travail social empêché, donc, me semble assez importante, puisque c'est bien souvent là que naît d'ailleurs une petite tendance émergente, le travail social libéral, et qui nous explique bien qu'en fait, ils partent des institutions qui sont vécues comme des carcans où on n'a plus de marge d'initiative et ils tentent d'essayer de retrouver une autonomie perdue. Voilà, des marges de manœuvre, des marges d'initiative au-delà du travail prescrit. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est une façon aussi de passer la parole à M. Piveteau pour justement l'écouter sur l'accompagnement, en fait, et ses évolutions par rapport au sens qu'il porte, à son utilité sociale, et comment il s'ancre dans les éléments déjà posés par rapport à l'attractivité. Merci, merci Cyprien. Bonjour à toutes et tous. Peut-être pour prolonger, puisque le président m'y invitait tout à l'heure à compléter ma présentation, faire une explicitation quand même au nom de quoi je parle ou enfin pas qui je suis, parce que c'est pas intéressant, mais qui parle. Parce que je dis ça parce que quand on me présente comme conseiller d'État, ce qui est, voilà, le président Fortillon a raison de dire que je suis conseiller d'État, je suis président adjoint de la section sociale du Conseil d'État, ça m'a valu quelquefois devant des salles moins bien élevées que vous, de risquer de sortir comme dans Lucky Luke sur un rail du goudron et des plumes, parce que les gens s'imaginaient que j'étais là pour défendre voilà, la dernière instruction ministérielle ou la dernière politique publique, ce que j'aurais pu faire si j'avais été un fonctionnaire. J'aurais assumé mon goudron et mes plumes, mais je n'étais pas du tout là pour ça. Et c'est pas parce qu'il y a État dans le Conseil d'État qu'on parle au nom du gouvernement. Le Conseil d'État, c'est une institution très ancienne et dont le métier est de donner, comme son nom l'indique, des conseils. Voilà, des conseils indépendants, très libres, très impartiaux, en général secrets, enfin pas rendu public, en tout cas pas par nous. Et donc voilà, c'est un lieu où on s'exprime avec beaucoup de liberté à l'égard des politiques publiques. Alors bien sûr, c'est pas au nom du Conseil d'État que je vais parler aujourd'hui, mais c'est voilà, pour vous dire que je suis pas là en représentant des politiques publiques. Et puis, pour faire une déclaration d'intérêt, j'ai surtout, enfin, ce qui nourrit ce que je vais vous dire, c'est mon âge et mon passé dans beaucoup d'administrations sociales, bien sûr, mais aussi dans des associations gestionnaires d'établissements pour personnes âgées, personnes handicapées. C'est des réalités que j'ai connues ou que je connais sous cet angle-là. Et ce qui me frappe, c'est qu'on est obligé de faire un petit pas de côté si on veut se demander, une fois dit tout ça, hein, de là où je parle, un petit pas de côté si on veut bien poser la question de l'utilité sociale du travail social. C'est une question de sens du métier, c'est en réalité une question politique. C'est une question qui se pose à la société tout entière. Je veux dire par là, quel est le... ok, vous êtes, dit-on aux travailleurs sociaux, indispensables. On a vraiment besoin de vous. On veut réenchanter le travail social, relancer l'attractivité des métiers du travail social. Quel discours mobilisateur est-ce que la société est prête à adresser? Avec quelle profondeur? Avec quelle perspective? Est-ce qu'on est simplement... Deux solutions. Est-ce qu'on est simplement, première solution,
dans le discours traditionnel, on va vous donner les moyens, on va vous aider, vous donner les moyens de vous occuper, de bien vous occuper de certains publics difficiles, de ceux qui ne peuvent pas, ne peuvent plus, ne peuvent pas encore accéder à l'intégralité d'une participation sociale. Bon. Ou est-ce que la société, et c'est là où je dis que la question est politique, est prête à franchir le pas d'une affirmation selon laquelle elle a entendu le désir profond, variable selon les publics, comme on dit, mais profond, de toutes les personnes vulnérables, cibles naturelles du travail social, de participer à la vie de la cité, et se met en mesure, par étapes, ne rêvons pas, de les accueillir, de leur faire une place, et elle adresse aux professionnels du travail social un discours qui est un peu différent, qui est « je veux le faire, aidez-moi à le faire », et aider aussi les personnes à rentrer dans cette démarche, mais que j'assume moi, société dite ordinaire, hein, puisqu'on parle de société ordinaire quand on est dans le monde du travail protégé. Autrement dit, cette dimension du pouvoir d'agir des personnes, de la mise en accessibilité de la société, qui est de nature à dilater, à déployer assez radicalement la vision qu'on se fait du travail social. Parce que ça consiste à dire que la protection, qui est la protection des vulnérabilités, qui est au cœur du travail social, le milieu protégé, est d'abord une protection au service, j'allais dire, de la prise de risque. C'est un peu provocateur, mais c'est pas si faux. C'est une protection au service de la participation, au service de la présence des personnes dans la société ordinaire, du développement de leur pouvoir d'agir. Alors, c'est vrai déjà hein, dans beaucoup de champs du travail social. Alors, dans petite enfance, je sais pas, mesures en milieu ouvert, en ASE, bon, il y a des éléments du travail social qui sont déjà très orientés vers la morsure sur la société ordinaire. Mais on est très très loin de pouvoir dire qu'aujourd'hui, ça s'impose comme le fil rouge du travail social. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que ça n'est pas le discours que porte globalement la société tout entière. Et donc, voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est de se demander si, en partant, si la clé n'est pas, et personnellement, je suis même convaincu que la clé est de partir de ce besoin fondamental de toute personne, qu'elle soit handicapée, âgée, voilà, quelle que soit sa vulnérabilité, mais et vous, moi, n'importe qui, d'être en capacité de décider de ce qui est bon pour elle. On appelle l'autodétermination, l'empowerment, le pouvoir d'agir, la capacitation. Il y a des tas de mots pour ça. Il y a des tas de mots, et pas exactement toujours la même définition, mais qui ont toujours la même racine, qui est de dire que ce que nous avons tous en commun, c'est cette dignité fondamentale de capacité à décider et de droit à décider de ce qui est bon pour nous, même quand notre jugement, nos capacités psychiques, cognitives sont altérées. Dans ces cas-là, le droit, nous l'avons toujours, mais nous devons être aidés, nous devons être accompagnés. L'accompagnement est là pour ça. D'ailleurs, il est possible, moi je revendique personnellement ce droit, pas impossible que d'ici 10, 15, 20 ans, j'ai besoin d'être un peu aidé, mais ça sera toute la différence entre décider à ma place et m'aider à décider. Ça sera, je dirais, toute la richesse du travail social, elle se situe dans ce aider à décider, aider à l'autonomie, qui, quand on y réfléchit bien, est une sorte d'aporie, une sorte de point limite, une sorte de paradoxe. Qu'est-ce que ça veut dire, aider à décider? Mais c'est toute la richesse du travail social dans quelques domaines qu'il s'exprime. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que prendre appui sur ce point fondamental, cette attente fondamentale, cette aspiration fondamentale qui nous est tous commune, mais qui est particulièrement aiguë, à vif, chez des personnes en situation de vulnérabilité, ben ça a un effet miroir sur le pouvoir d'agir des professionnels. Vous ne pouvez pas prétendre accompagner une personne dans sa capacité à décider du quotidien si vous-même, vous êtes un professionnel enfermé dans un planning qui vous laisse aucune liberté pour décider du quotidien. Vous ne pouvez pas l'aider à prendre des risques sans se mettre en danger si vous-même ou en équipe, vous n'avez pas les latitudes pour
prendre des risques sans vous mettre en danger et sans mettre en danger la personne. Vous ne pouvez pas l'aider à se projeter dans l'avenir ou à interagir avec la société ordinaire si dans votre pratique, dans l'organisation de votre institution, vous n'avez pas vous-même la capacité de vous projeter dans l'avenir ou d'interagir avec la société ordinaire. Il y a un effet miroir du pouvoir d'agir qu'on fait comme projet de libérer chez les personnes qu'on accompagne et du pouvoir d'agir des professionnels du travail social. Et vous voyez que toutes ces transformations qu'on est qu'on peut espérer dans le champ du travail social, si le déploiement, c'est Cyprien Vernel qui le disait tout à l'heure, je crois, du pouvoir d'agir des professionnels du travail social, ça rejoint tout ce qu'on attend en termes de valorisation, attractivité des métiers du travail social, en termes de plus d'autonomie des tâches, de plus de créativité dans les projets, de plus d'ouverture sur le monde ordinaire et de regard porté par la société ordinaire sur la nature des métiers qu'on exerce. Ça a aussi un effet ricochet sur les organisations. On ne peut pas imaginer qu'une organisation qui fixe à ses professionnels l'objectif d'accompagner le pouvoir d'agir des personnes qu'elle accompagne fonctionne de manière pyramidale, descendante, sans leur laisser aucune liberté, autonomie, sans être capable de les écouter. Une anecdote pour me faire comprendre, parce que je vais essayer de bien tenir les 10 minutes comme mes prédécesseurs, mais je reviendrai sur ces sujets. Je rencontrais il n'y a pas très longtemps une directrice d'EHPAD qui a un très beau projet pour son établissement et qui est très à l'écoute de personnes en situation de grave déficience cognitive, de troubles intellectuels, comportementaux très, très lourds. Et puis je lui demandais comment est-ce qu'elle fait, quel dispositif elle a mis en place pour l'écoute aussi des aides-soignants et qui sont au contact de ces mêmes personnes. Et j'ai compris que non, il y avait une zone aveugle là. Donc on était très à l'écoute des personnes, mais mettre en place un dispositif d'écoute symétrique, en miroir, des professionnels qui sont immédiatement au contact des personnes n'était pas vraiment dans le radar. Donc il y a inévitablement un effet ricochet sur les organisations. On pourrait développer beaucoup sur les modes d'organisation qui doivent s'imposer et un effet ricochet sur les administrations. Parce que vous ne pouvez pas être une administration dans laquelle les interlocuteurs des structures, une administration financeuse, enfin une administration tutélaire et qui finance, interlocuteur d'une structure qui cherche à évoluer, si vous-même, en tant qu'interlocuteur administratif, vous êtes sans liberté de décider, sans capacité d'autonomie, sans capacité d'accompagner et, le cas échéant, de prendre des risques avec les personnes que vous accompagnez. Voilà. Donc il y a aujourd'hui ma conviction, c'est que si on veut élargir les piquets de l'attente, si vous voulez, et poser la question de l'attractivité des métiers du travail social dans un périmètre qui lui donne vraiment de la puissance, il faut revenir au fondamental qui est quel est le but ? Le but, c'est d'accompagner la capacité des personnes à conserver, garder de l'interaction sociale, de la présence sociale, une capacité à décider elles-mêmes. Ce but-là, il aura un effet miroir inévitable sur la façon dont les professionnels eux-mêmes envisageront leur métier et, je dirais, non seulement un effet miroir, mais un effet ricochet sur la société tout entière qui est du coup interpellée sur sa capacité à accueillir et à faire de la place à ces mêmes personnes. Parce que si les bailleurs sociaux dressent des obstacles au logement ordinaire des personnes vulnérables qui veulent rester dans le logement ordinaire, si le milieu commercial associatif de voisinage dresse des barrières à ceux qui veulent sortir de leur établissement et profiter de leur environnement de vie, évidemment, le travailleur social et la personne qui l'accompagne seront bloqués dans leur développement. Et donc, il y a un projet aujourd'hui, inévitablement, il faut oser poser la question politique d'une transformation de société. Voilà. Si on veut aller au bout du bout de ce que signifie la revalorisation et la revitalisation du travail social, une obligation de poser aujourd'hui une question de société. Je pense que je rejoins ce que disant la radicalité à laquelle appelait Michel Lafourcade à l'instant. Merci beaucoup, monsieur Piveteau, et aussi de tenir le temps de parole, parce que là,
Maintenant, nous en sommes à un stade où déjà des lourds sujets sont posés et ça permet, je crois, à la fois là, de tenir un niveau de réflexion et d'anticipation de mesures à proposer sur le niveau des pratiques professionnelles et aussi, vous le soulignez très fortement, je crois, sur le niveau des organisations, hein, du portage par l'institution, parce que je redis peut-être, mais je pense que les institutions, c'est un vrai sujet aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas le vent en poupe et les individus s'y mettent à distance, je crois, et ont le sentiment d'y étouffer. Donc la question du portage, du management, de la capacité à redonner de l'autonomie, de la créativité, comme vous dites justement, est quelque chose de fondamental. Le troisième niveau, on y reviendra peut-être dans les leviers, c'est effectivement le niveau de projet de société. C'est une transition pour peut-être redonner la parole à Marcel Gégère, parce que ce que dit là M. Piveteau, pouvoir d'agir dont on entend beaucoup parler, mais en réalité qui est très subversif, notamment sur les pratiques professionnelles. Et je voudrais peut-être demander à Marcel Gégère qu'est-ce qu'il en tire, lui, comme analyse sur finalement la transformation assez forte et fondamentale finalement de la place et du rôle des personnes accompagnées dans la politique publique. C'est quand même sans doute une transformation tout aussi profonde de l'accompagnement, de sa posture. Et en cela, troisième point, c'est une transformation des métiers peut-être et des pratiques professionnelles. Là, on ne peut être que d'accord avec cette analyse. Je suis plus réservé quant à l'expression de travail social empêché. Je pense qu'il y a des problèmes qui s'opposent au travail social qui lui sont consubstantiels, qui sont internes par rapport à ça, mais il y a aussi la confrontation à des transformations extrêmement profondes. En particulier, on a eu aux alentours de 2014-2015 des séminaires sur l'invisibilité des publics. Hein, et à l'époque, d'ailleurs, on mettait en lien l'invisibilité des publics et l'invisibilité des professionnels qui sont mal connus. Beaucoup de professionnels sont dans une grande solitude. C'est un système qui s'autorégule. C'est un système où, disons, qu'il y a une difficulté quant à savoir quels sont les lieux d'élaboration d'une pensée sur le travail social. Et on remarquera d'ailleurs qu'il aura fallu attendre 2017 avec ce décret du 6 mai 2017 qui a introduit quand même très très tardivement la définition du travail social dans le Code de l'action sociale et des familles. Et donc déjà ça c'est un signe de changement très important, mais en fait, le contenu même de ce décret n'est pas complètement approprié ni par les institutions, ni par beaucoup de travailleurs sociaux eux-mêmes. D'ailleurs, on voit bien que quand on discute là entre nous sur le travail social, il manque quand même une personne accompagnée. C'est pas que faire de la démagogie que de dire ça, et je suis tout à fait conscient du fait que c'est pas non plus facile de s'organiser en conséquence. Néanmoins, quand la définition qui a été adoptée en 2017, elle dit deux choses. Elle dit on ne peut pas parler du travail social sans parler en termes de savoir. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est l'indication d'une difficulté que l'on a parce qu'il y a une tension qui existe entre ce qui a été à l'origine des métiers du travail social, c'est-à-dire un engagement personnel très fort, avec des valeurs qui sont très marquées par à la fois des valeurs démocratiques, parfois des valeurs confessionnelles, mais en tout cas quelque chose qui témoigne d'un engagement. D'ailleurs, on entend encore, à ma grande surprise, le mot vocation. Quand j'entends crise des vocations, je me dis que là, il y a une représentation du travail qui est quand même assez curieuse. Hein. Donc ça, c'est un des volets. Et puis, il y a eu un processus de professionnalisation qui a amené à définir des compétences, à définir une espèce de... je ne peux pas parler d'une technologie, mais en tout cas, qui renvoie à la question de savoir. Donc, le travail social, d'abord, c'est une question de savoir. Donc, ça pose le problème aussi de la reconnaissance en France, parce que c'est réglé à l'étranger dans beaucoup de pays, mais pas en France, c'est la reconnaissance du travail social comme étant une discipline ou comme un lieu d'élaboration de savoir. Le deuxième aspect de la définition de 2017, quand même,
c'est le principe de la mise en synergie de 3 types de savoirs. Il y a des compétences acquises par de la conceptualisation théorique, par des concepts issus des sciences sociales et sciences humaines. Il y a les savoirs des professionnels, mais pas uniquement par les habitudes de proximité avec des publics en difficulté, mais des vrais savoirs, d'ailleurs, qui sont reconnus par la validation des acquis de l'expérience pour une part, et puis il y a la question des savoirs expérientiels. Donc, le travail social, il a été pensé à travers ce décret de 2017 à l'intersection de 3 logiques différentes. Donc on voit bien que le problème n'est pas uniquement celui d'une reconnaissance statutaire ou d'une reconnaissance salariale. De ce point de vue, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a parfois un enquistement sur, je dirais, un discours admis dans le champ du travail social, un enquistement autour d'identité professionnelle. Il y a une difficulté à débattre sur ce qui pourrait faire évoluer ce secteur. Donc, on est sur des changements extrêmement importants et on peut comprendre que pour beaucoup de professionnels, il y a une forme de déstabilisation. Ce qui déstabilise, c'est quoi? C'est les interrogations sur les conduites à tenir au quotidien. Et ce qui est très frappant, c'est que, pour moi, c'est une espèce d'échec. Je suis choqué, notamment Sardan Perven, dont Michel Labourgade, entre autres, mais et pour avoir beaucoup été impliqué dans la NESM et puis dans la commission d'évaluation sociale et médico-sociale de la Haute Autorité de Santé, c'est quand même un sujet intéressant de se poser la question de la place des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Où est-ce qu'elles sont élaborées, comment elles sont appropriées, comment on avance là-dessus. Et je pense que là, c'est un sujet tout à fait important. D'autre part, je dirais qu'une autre thématique forte, dont on parle assez peu, qui est l'approche globale et la transversalité des formes d'intervention. C'est qu'on a, comme l'a dit d'ailleurs très justement Cyprien Avenel, on a un système qui est très émietté, très segmenté, et on a beaucoup de mal aujourd'hui à s'ouvrir dans une approche plus globale, plus transversale des personnes, ce qui pose le problème notamment des relations entre les travailleurs sociaux et les professions de santé. Je dirais qu'il y a un troisième acteur qui est rentré en ligne de compte, qui est la question des aidants, des pères aidants et des personnes en difficulté elles-mêmes. Donc il y a une modification profonde du paysage et je le dis en tant que président de l'UNAFORIS, il y a besoin de réfléchir sur l'avenir de ces professions, sans parler du point de vue des politiques publiques, de l'impact de la notion d'inclusivité et de l'ouverture à des formes d'action qui ne sont pas que des formes d'action strictement marquées par les établissements et services. Notamment, si je le dis de manière encore plus directe, comment on passe à l'époque à la sortie de la loi du 2 janvier 2002, comment on passe au post-2002, comment on passe à des politiques sociales d'ici 10 à 20 ans. C'est tout l'enjeu, je crois, du travail du Haut Conseil du travail social aujourd'hui, qui prend le risque de traiter des questions de prospective, parce que là, on répond à des besoins. Mais vous voyez, quand on répond à des besoins, c'est comme quand on répond aux besoins des personnes. Et à la NESM, on avait déjà dit que la question n'est pas ça des besoins. La question, c'est les besoins, c'est les attentes, les préoccupations. Donc, c'est beaucoup plus ouverte qu'une adéquation immédiate aux besoins. Donc, bien sûr, il faut passer le cap difficile dans l'immédiat pour répondre aux attentes des personnes. Mais la question, c'est le coup d'après. Comment on imagine le coup d'après s'il y a un coup d'après? Mais on est là pour débattre. Ok, merci de respecter encore en moins le temps de parole, puisqu'il vous restait 3 ou 4 minutes pour ce sujet. Mais ceci dit, je rebondis, avant peut-être de passer à ce qui est attendu aussi, c'est les marges de manœuvre et les leviers que nous pouvons actionner, les solutions. C'est un
c'est un point fondamental pour le plan métier. Mais je rebondis sur la nature de l'accompagnement et c'est vrai, au-delà des référentiels qui sont souvent invoqués, répétés, de transversalité, de participation, de facto, hélas, hein, on se heurte à la prégnance des cloisonnements et des fonctionnements en silo. Et ça, il y a un sujet très très important, puisqu'on le voit bien du point de vue des personnes accompagnées, elles se trouvent encore très souvent écartelées entre de multiples intervenants avec des réponses et des dispositifs ou des mesures particulières, alors qu'elles attendent tous effectivement une réponse d'ensemble décloisonné, quoi, et global en tout cas aux problèmes qu'elles peuvent rencontrer. Et souvent, là où nous invoquons des parcours de vie, du côté des personnes accompagnées, on mentionne souvent le fameux parcours du combattant. Bon, ça reste un sujet assez prégnant. Et d'autre part, parce que c'est troublant, je trouve, on mentionne la fluidité des parcours, enfin, on invoque des notions liquides d'agilité, etc. Et à côté, on a l'impression de se heurter à des logiques d'empilement de dispositifs, de réglementation, de bureaucratie très rigides et dans lequel on a du mal à dépasser. Et ça cantonne, je crois aussi, et c'est une... Moi, je suis moins dubitatif peut-être, si je peux me permettre, que Marcel Gégère sur le travail social empêché, parce que c'est tellement prégnant dans la parole des travailleurs sociaux, dans leur expertise, que je me permets de le remettre ici. Ça soulève aussi, mais c'est un enjeu de politique d'action sociale, et ça rejoint ce que disait M. Lafourcade et aussi M. Denis Plifteau sur le renversement de paradigme, en fait, hein, d'une politique publique structurée par l'offre à une politique publique plus rééquilibrée, structurée par la demande, et la capacité à pouvoir mobiliser, être aidé dans son propre désir, sans jugement a priori de l'intervention institutionnelle. Eh bien, donc une approche moins maternalisante, moins verticale, beaucoup plus négociée et horizontale. Bon, il y a quand même comment un enjeu majeur, c'est comment nous faisons, parce que ça fait un certain nombre d'années que nous le disons, mais on ne le fait pas vraiment, c'est comment on sort notre politique sociale d'une logique de réparation. C'est la mission fondamentale, mais tout ça, et la protection, c'est fondamental. Mais la seule protection, la seule réparation conduit à nous enfermer dedans et au détriment d'une approche plus en amont, plus préventive. Et là, je crois que pour moi, en termes d'attractivité de la mission, des métiers et de la politique sociale, il y a vraiment un enjeu de comment on sort le travail social ou comment on l'aide à sortir de certaines impasses de la relation d'aide purement individuelle, qui renvoie quand même à une tradition française, par comparaison à d'autres pays, et le sortir, alors c'est une formule, mais quand même dans ce sort de systématisme de la réparation, avec des approches plus préventives et plus collectives. Et c'est aussi une conception du travail social. Il ne s'agit pas d'opposer les méthodes, les conceptions, puisqu'il s'agit précisément, je crois, de réarticuler des approches individuelles et collectives pour redonner de la puissance à l'approche individuelle. Parce que l'approche individuelle face aux défis sociétaux majeurs qui ont été invoqués par M. Plifteau et Lafourcade trouve vite ses limites. Je veux dire, comment on fait pour lutter contre la solitude de masse dans la solitude du face-à-face de la relation à deux? Bon, il faut mobiliser aussi les environnements capacitants, les milieux de vie, les environnements. Ce sont des méthodes d'intervention qui sont encore finalement émergentes et embryonnaires en France. On a bien vu pendant la crise sanitaire que la mobilisation des solidarités informelles ont été décisives pour lutter contre le confinement, etc., pour lutter contre la solitude. Le travail social doit aussi apprendre au-delà de la solidarité de prestation, à être positionné sur des solidarités locales, territoriales. Et donc, il y a un vrai sujet, et qui rejoint peut-être ce que disait M. Plifteau aussi sur l'interpellation du travail social dans le territoire et le droit commun. Il faut un travail social qui soit résolument plus collectif, me semble-t-il, aussi de ce point de vue-là, et sans opposer ou faire des faux débats. Mais la place du travail social dans le territoire, ça me paraît important pour justement sortir les travailleurs sociaux d'une approche palliative en réalité.
Alors, comment dire, et donc, on doit apprendre, je crois, et j'interpelle le président du NAFORIS, donc M. Gégère aussi, sur la formation initiale, pas que continue. C'est une transition aussi peut-être vers les solutions et les leviers pour que, et je pense dès la formation initiale, comment dirais-je, on positionne les travailleurs sociaux aussi comme des facilitateurs vers l'accessibilité, pour parler comme M. Pifteau, et d'en faire aussi des facilitateurs, des organisateurs de l'action collective dans les territoires. On va aller vers les populations, mais aller vers les autres partenaires du territoire, l'école, l'économie sociale et solidaire, etc. Alors, pour aller tout de suite dans le troisième temps sur les leviers, et je redonnerai peut-être, je reproposerai à Monsieur Lafourcade de prendre la parole. Alors, quel levier, selon vous, prioritaire, même si vous avez dit que c'était tout en même temps, mais qu'est-ce qui peut faire levier et de façon radicale, donc, pour reprendre vos mots, diagnostic systémique, vous l'avez dit, réponse systémique, mais qu'est-ce qu'on peut mettre donc dans cette réponse systémique? Ce que j'ai simplement envie de rappeler en première intention, c'est que dans la mesure où il manque du personnel partout, dans à peu près tous les secteurs d'activité, ça nous oblige à être dans une logique de compétition et de concurrence, et d'être plus innovant, plus inventif, plus attractif que les autres. Je veux dire les autres métiers d'abord, mais aussi les autres au sens géographique du terme, parce que malheureusement, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ce qui est un changement radical, notamment pour les organismes de formation, pour les employeurs eux-mêmes. La logique attentiste, la logique réactive n'a plus de place. Il faut entrer dans une logique vraiment proactive. Aller chercher les candidats, les salariés, les uns après les autres. Le deuxième point, connexe au premier, c'est bien sûr la question de la formation. Tout ça, nous devons nous amener des politiques à hauteur d'homme, à hauteur d'hommes et de femmes, c'est-à-dire des politiques concrètes qui parlent aux professionnels pour en même temps, bien sûr, parler aux personnes soignées ou accompagnées elles-mêmes. D'abord, c'est un truisme absolu, l'augmentation des quotas de formation. Vous me direz immédiatement, encore faut-il arriver à les atteindre. Il n'en demeure pas moins qu'il faut passer par cette phase d'augmentation des quotas, ce qui veut dire que les 10 organismes de formation que j'évoquais doivent eux aussi entrer dans une logique radicalement différente. Aller chercher ces candidats les uns après les autres. Après avoir vécu des années relativement faciles quand même, où il suffisait d'organiser un concours d'éducateurs, un concours de moniteurs éducateurs, on était sûr d'avoir 5 ou 6 fois plus de candidats possibles. Nous sommes dans un tout autre registre. Il faudra aussi que la formation tienne compte du nécessaire changement du contenu lui-même. Pour reprendre ce que disait Denis Piveteau il y a quelques minutes, quel changement radical dans la formation. Pour être attractif, il faudra proposer une formation correspondant vraiment aux besoins du terrain et à la demande du terrain dans bien des domaines. Cette logique d'empowerment, c'est-à-dire cette logique consistant à faire en sorte que l'on fasse, non pas à la place de la personne accompagnée, mais avec elle et pour elle, eh bien, supposera une formation différente. Il faudra aussi sortir des clichés et finalement des idées reçues absolument délétères. On en a connu quelques-unes en termes de formation dans ce secteur comme dans d'autres. Je pense à cette satanée libre adhésion qui ruisselle de bons sentiments. Je n'interviendrai que si l'autre me le demande. Mais si on y réfléchit un peu, c'est la pire des sélections, la sélection par le volontariat. Si l'autre ne veut pas faire appel à moi, je ne fais rien. Il ne s'agit pas de le soigner ou de l'accompagner contre sa volonté,
mais il s'agit d'aller vers lui, physiquement, métaphoriquement, sémantiquement, en utilisant un vocabulaire adapté, pour faire en sorte que, bien sûr, on aille vers une libre adhésion de sa part. Je pense à ce satané gradualisme qui m'énerve un peu, que l'on a trop souvent enseigné comme étant l'alpha et l'oméga, les étapes graduelles pour aller enfin vers le nirvana de l'autonomie. Je vais commencer par l'accompagner dans la dimension santé, puis peut-être demain par la dimension logement, et après-demain par la dimension emploi. C'est comme si nous, on nous demandait ce soir si on voulait manger, avoir un toit et avoir un emploi. Si on nous demandait de choisir. Donc là, pour le coup, les anglo-saxons qui ne nous inspirent pas utilement surtout, nous ont bien inspiré en disant que la question, ce n'est pas le gradualisme, c'est un logement d'abord et un emploi d'abord. Tout le monde peut avoir un logement d'abord, à condition le jour où il ouvre la porte, d'avoir autour de lui toutes les personnes capables, momentanément, de l'accompagner très fort. C'est-à-dire, il faut qu'on plonge tous dans la piscine, et c'est là qu'on apprend à nager. Malheureusement, pour ce qui me concerne, peut-être ceux de ma génération, ça leur évoquera des souvenirs. On passait notre temps, le ventre sur un tabouret, à faire des gestes dans l'air, et au bout de 3 ou 4 séances, ou voire plus, on nous disait, mais maintenant, tu vas plonger dans la piscine. Évidemment, on manquait de se noyer, puisque ce n'est pas en faisant des gestes sur un tabouret qu'on apprend à nager. On plonge dans la piscine et tout de suite, quelqu'un nous tend effectivement ce dont on a besoin pour nous raccrocher. Bref, beaucoup de changements idéologiques à revoir dans le contenu. Ces formations courtes, qui sont toutes intéressantes, je crois, prévues par 2 textes de 2021, 70 heures pour les ASHQ d'un hôpital, qui vont leur permettre de mettre le pied à l'étrier vers des métiers de l'autonomie, en direction de l'autonomie, et ensuite de se former comme aide-soignante. 40 heures pour des personnes en reconversion qui vont pouvoir devenir ensuite AES et venir accompagner les personnes à domicile. Tout ça est intéressant. L'apprentissage et la VAE. L'apprentissage me semble une des meilleures entrées possibles dans les métiers de l'action sanitaire et sociale. Pourquoi ? Parce que la caractéristique de nos métiers, c'est quand même que les qualités personnelles d'empathie, de bienveillance, d'intérêt pour l'autre, de respect pour l'autre, les qualités personnelles sont aussi importantes que les qualités techniques. Eh bien, quand on demandera à quelqu'un de venir, il prendra un petit CDD, qu'on verra qu'il est vraiment détenteur de ses qualités personnelles, quel bonheur de pouvoir lui proposer un contrat d'apprentissage pour qu'au terme de 6 mois, 1 an, 3 ans de formation, il puisse intégrer le dispositif. Mais il faut le développer tous azimuts. Notre secteur reste trop frileux par rapport à cette formation en alternance et notamment par l'apprentissage. Il faut y aller, et y aller le plus vite possible, en y mettant des conditions d'aide, bien sûr, de l'employeur, pour qu'il puisse payer des tuteurs, parce que l'apprentissage sans tuteur, ça paraît toujours délicat, et il faut que nous montions collectivement des CFA. Il y a beaucoup de bureaucratie, j'entendais tout à l'heure. Il y a de temps en temps des exemples qui montrent que la bureaucratie fait un effort. Et à l'heure actuelle, c'est très facile pour un employeur, pour un groupement d'employeurs, pour une collectivité même, de monter des CFA spécialisés dans le secteur concerné. Je terminerai par le management de la QVT. Alors, pour dire des choses que nous connaissons tous, faire en sorte que ce métier ait du sens. Alors, c'est un grand mot, un terme générique qui permet parfois de prendre la pause, mais qui peut se traduire par des contenus très précis, très concrets. La question de la mobilité, on en a parlé, le président lui-même en a parlé. Pour les métiers de l'aide à domicile, ces personnes qui utilisent leur propre véhicule, qui la plupart du temps n'est pas particulièrement flamboyant. Je rappelle qu'elles sont, dixit Myriam El Khomri, payées en moyenne 800 € par mois tout de même. Donc on peut assez facilement imaginer l'état du véhicule dans certaines situations. Eh bien, il y a des exemples qui montrent qu'on peut donner un parc automobile
pour que ces personnes-là aient chacune une automobile, y compris à titre de véhicule de fonction, qu'elles gardent elles-mêmes pour leurs propres besoins, tout en maintenant un équilibre économique qui fait que pour l'employeur, ça ne coûte pas plus cher que les remboursements kilométriques. Ça, je parlais de gratification symbolique, le petit macaron qui rappelle le caducée. Ces personnes-là sont comme nous tous. Elles marchent aussi aux gratifications symboliques. Pour pouvoir dire à ses enfants, tu sais, j'ai un macaron et surtout j'ai un véhicule de fonction. Je suis important pour la société. On ne donne un véhicule de fonction qu'aux personnes importantes pour la société. Tout ça compte, même si, bien sûr, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. La lutte contre la sinistralité, là aussi, ça peut prendre un contenu très, très précis. L'enrichissement des postes, comment faire en sorte que les aides-soignantes en EHPAD, le personnel globalement de l'EHPAD, le personnel de l'aide à domicile puissent avoir un métier de prévention des chutes, par exemple. Ces personnes-là peuvent faire remarquablement de la prévention des chutes sans aucun doute. Comment donner de l'autonomie, pour reprendre ce que disait Denis Pivotto, comment donner de l'autonomie à ces personnes-là, parce que nous aimons tous avoir une liberté d'action et de jugement dans notre métier. C'est comme ça aussi qu'on imagine que les personnes accompagnées sont dans le même registre. Voilà simplement quelques éléments parmi vraiment beaucoup d'autres qui permettent d'imaginer quelques leviers. Merci, monsieur Lafourcade. Je sais que c'est difficile en un temps aussi court, mais nous avions prévu un vrai échange avec les participants de cette conférence débat, qui sont nombreux. Alors, ce que je propose est dans le prolongement que Denis Pivotto puisse peut-être prolonger et proposer son analyse par rapport au levier ou un levier fondamental dans le prolongement du diagnostic qu'il nous proposait tout à l'heure. Et nous enchaînerons directement avec le retour des participants, puisqu'ils pouvaient poser des questions et Saïd Assef va en faire la synthèse, et ce qui permettra à Marcel Gégère notamment et à vous de l'accompagnement par palier, par escalier, dont mentionnait M. Fourcade à l'approche logement-emploi d'abord, c'est l'approche inclusive. Cyprien, tout à l'heure, vous disiez, je crois... Allô. Cyprien, est-ce que tu m'entends? Oui. Ce que je te propose, parce que Denis nous quitte dans 10 minutes, ce que je te propose, c'est que Denis puisse réagir sur les leviers. Oui, tout à fait. Je me suis mis, voilà, et qu'on puisse ouvrir à la salle, sachant qu'on va être plutôt en question micro et pas en synthèse écrite. Donc du coup, ce que je te propose, c'est que Denis réponde, et d'emblée, la salle est allumée, que je puisse, que vous puissiez entendre les questions et les débats, sachant que Denis nous quitte à 16h10 et qu'on a encore après à peu près 20 minutes d'échange. Voilà, Denis, en 1 minute ou 2. Ça, oui, ça c'est pas possible. Je n'ai pas le talent de mes co-intervenants. Je suis toujours plus long que tout le monde. Mais j'ai plus de mal à la synthèse. Merci en tout cas du coup de me permettre d'intervenir avant de vous quitter. Il faut toujours préférer se poser les bonnes questions, même si on n'a pas les réponses, plutôt que d'éviter la bonne question en se disant « Oh là là, elle est trop compliquée celle-là » et en cherchant plutôt la clé sous le lampadaire. Bon, je crois qu'on ne peut pas esquiver le fait que de manière, on peut, sans vouloir dramatiser les choses, hein, mais quand même, la société, quand même aujourd'hui, quand je dis la société, c'est pas forcément la société française dans tout son ensemble, voilà, mais ça peut être très local, ça peut être au niveau d'une municipalité, ça peut être au niveau d'un département, ça peut être au niveau d'un territoire autrement pensé. Est-ce que on délègue à des spécialistes le soin de s'occuper de certains qui ne peuvent pas faire partie du groupe, ou est-ce qu'on se fixe collectivement par étapes, pas du premier coup, pas forcément tout de suite dans tous les domaines, il ne faut pas rêver, mais on se fixe collectivement un projet de prendre à charge
tous ensemble la participation de tous à la vie collective et on se tourne vers les professionnels du travail social comme des experts qui s'adressent et qui permettent à la société d'opérer cette transformation. Ça bouleverse tout. Et ces experts, bien entendu, accompagnent aussi les premiers experts, que sont les personnes concernées. Et donc, c'est là qu'en termes de réponse, je dirais, il faut distinguer le moteur et les carburants. On a comme carburant, j'ai lu la feuille de route qui a été présentée ce matin lors de la conférence de presse, c'est un remarquable inventaire des éléments de carburant. Et j'y reviendrai tout à l'heure, je crois qu'on balaye de manière vraiment très convaincante toutes les dimensions dont on a besoin quand on veut faire fonctionner un moteur. Mais alors, où est le moteur ? Et le moteur, c'est les personnes elles-mêmes. Tout simplement. C'est le pouvoir d'agir des personnes elles-mêmes, c'est leur participation sociale, c'est le fait qu'elles soient accompagnées pour être en capacité, comme nous tous, de décider de ce qui est bon pour elles. Et ça, cette mise en capacité, c'est un projet de la société tout entière, et ça commence par des choses qui ne concernent pas exclusivement le secteur médico-social. C'est leur présence. Marcel Gégère disait tout à l'heure, c'est dommage, voilà, on est en train de parler du travail social, voilà, c'est nous qui parlons on parle du travail social pour les personnes accompagnées. Elles sont où là, les personnes accompagnées voilà. Donc voilà, ce réflexe que nous devons avoir, mais dans des prises de parole publiques, dans tous les cercles de participation civique, mais ça commence, voilà, le club des lecteurs de la médiathèque, hein, c'est des trucs très très concrets. Où est la place de la diversité des personnes, y compris dans leur vulnérabilité ? Et ça n'est qu'à la condition qu'une société se fixe comme premier axe, un collectif se fixe comme premier axe ce moteur-là, que le travail social devient un travail au service d'une société en train de changer. Voilà. C'est quand même un pivotement fondamental. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut reprendre effectivement les 4 axes. Et on voit que sur chacun de ces 4 axes, mais je vais être rapide, ça vient colorer inévitablement l'ensemble des mesures qui y sont prévues. On dit il faut former, mais ça, Michel l'a très bien dit à l'instant, c'est un changement de culture extrêmement profond. Il faut recentrer, il faut intégrer dans les formations toutes les dimensions de création du lien, de capacité à gérer les comportements problèmes, à gérer les conflits. Parce que vous donnez du pouvoir d'agir aux personnes que vous accompagnez, elles le saisissent, ce pouvoir d'agir. Ce n'est pas la même relation dans l'accompagnement que celle qu'on a lorsqu'on est en maîtrise, voilà, et en accompagnement d'une autre nature. Vous pouvez vous questionner sur la participation des personnes elles-mêmes à la formation et parmi les formateurs. Bon, quelle est leur intervention dans les programmes de formation ? Il y a toute une série de questions qui viennent colorer de manière très différente la dimension de formation. Et puis, il y a des choses très concrètes. D'abord, il faut être capable d'écouter. Alors, c'est quoi la formation, la communication alternative adaptée ? C'est quoi, voilà, comment est-ce qu'on est capable d'entendre ? Parce que pour entendre, il faut quelquefois être outillé techniquement. Bon, je pourrais développer longuement. On parle de qualité de vie au travail, d'organisation du travail. Là, je ne peux pas m'empêcher, même en ayant très peu de temps, de mettre un accent, parce que ça a été dit par Cyprien, je crois, tout à l'heure, sur la question que pose l'institution. Et le grelot, le mauvais grelot de la désinstitutionnalisation, qui est un terme que je n'aime pas du tout, parce que je pense qu'il est profondément... il pose très très mal la question. Je m'explique. Nous sommes, avec l'enjeu du pouvoir d'agir donné aux personnes, face à la nécessité de repenser en profondeur ce qu'on appelle une institution pour les professionnels. Le pouvoir d'agir des personnes, ça aboutit, si on veut, pour employer toujours ce mot que je n'aime pas, à la désinstitutionnalisation des personnes, au sens où leur parcours de vie est de moins en moins exclusivement enfermé dans un établissement. Il aura beaucoup plus tendance, aspiration, désir, pour reprendre ce que disait Marcel Gégère tout à l'heure, pas seulement besoin, mais désir de s'ouvrir à une grande diversité d'environnements, de milieux, de variétés. Bon. Donc la personne peut-être, oui, se désinstitutionnalise. Mais plus la personne se désinstitutionnalise et plus elle a besoin autour d'elle et pour elle d'un collectif de professionnels structurés, cohérents, pluridisciplinaire, capable d'accompagner précisément cette démarche qui va devenir de plus en plus fragmentée et entrant en contact d'une multitude de milieux. Donc, pour le dire d'une phrase un peu raccourcie, mais plus il faut de désinstitutionnalisation pour les personnes, plus il faut
penser une nouvelle forme d'institution, c'est-à-dire de collectif de travail stable et organisé pour les professionnels. Et c'est quoi une institution pour des professionnels, une équipe? C'est simplement le fait d'abord qu'on ne travaille pas seul. Dans le travail social, on ne peut pas travailler seul, même et surtout quand on fait de l'intervention à domicile. L'enjeu de l'analyse des pratiques, de la supervision, de l'échange d'équipe, il est fondamental dans le travail social. Et a fortiori, lorsqu'on est dans un exercice individuel et dans lequel on est un peu seul. Donc le travail en équipe, le fait de disposer de l'échange au sein d'une équipe, le fait aussi de pouvoir disposer aussi de tout le recul, notamment éthique, de questionnement éthique, que sollicite une stimulation du pouvoir d'agir des personnes qu'on accompagne. Donc c'est la première chose, un collectif. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce collectif qu'il puisse créer autour de lui un environnement attrayant, nourrissant, inspirant pour d'autres intervenants sociaux. C'est-à-dire qu'autour de l'équipe, alors je dis équipe d'ailleurs, souvent je me dis EHPAD, vous savez, le mot EHPAD est très très critiqué, on dit voilà, le Haut Conseil de l'âge a cherché d'autres mots pour le remplacer, il n'a pas trouvé, bon. Mais gardons EHPAD et remplacer établissement par équipe, quoi. Bon. Ce sont des équipes. Bon. On a des équipes voilà, qui offrent un service d'hébergement, qui offrent des services pour des personnes âgées. Bon, dépendantes, mot dépendant, on pourrait trouver autre chose. Et donc, ce travail d'équipe, il est là aussi pour permettre d'agréger de la pérédance. Il est là pour permettre d'agréger des intervenants sociaux qui seront peut-être très très éloignés du milieu propre du travail social. Et puis troisième chose, et je termine par là, le fait de faire institution, autrement dit de faire équipe, ça permet de créer ce lien fondamental et structuré avec d'autres équipes, avec d'autres institutions. Et moi, il y en a 2 ou 3 qui viennent évidemment à l'esprit. Tout le champ de l'éducation nationale, dans le champ de l'enfance. Bon, vous pouvez, si vous voulez entrer en dialogue d'équipe à équipe avec un cercle, je sais pas, d'un collège, une équipe pédagogique d'un lycée, il faut être une équipe, il faut être une institution. Et puis, évidemment, le champ de la santé. Et moi, j'attire l'attention sur... on parle des personnes vulnérables. Enfin, il y a 4 spécialités vulnérables. Gérontologie, MPR, enfin médecine physique et de réadaptation, rééducation fonctionnelle, psychiatrie, pédopsychiatrie. Bon, ce sont des spécialités qui, dans le champ de la santé, sont en situation difficile, alors même qu'elles sont particulièrement nécessaires à l'exercice du travail social. Bon. Et donc la nécessité de revitaliser ces spécialités et de structurer d'équipe à équipe un travail constant et d'appui autour des personnes que l'on accompagne me paraît indispensable. Voilà, je terminerai avec une anecdote pour l'aspect changement de regard, puisque c'est le 4e volet, enfin valorisation, changement d'image. C'est vraiment une pure anecdote, mais et elle est un peu légère, enfin j'ai légère, non pas très convenable, je vous rassure, mais elle est pas, voilà, c'est pas une affaire très importante, mais elle m'avait beaucoup frappé. C'était pour montrer comme quoi ça peut se jouer quelquefois dans des tout petits cercles. Une municipalité, en fait, c'est une histoire que je reconstitue à partir de 2, vous me pardonnerez. C'est dans le département du Jura que j'aime bien, enfin voilà, qui est mes vraies racines. Et une municipalité qui lance un budget participatif. Il doit y en avoir dans les langues aussi. Vous savez, une municipalité qui dit voilà, une partie du budget va être consacrée à des actions. Alors ça peut être l'embellissement d'espaces verts, ça peut être voilà, une amélioration dans un service public qui va être proposé par directement, enfin les administrés, les membres, voilà, les citoyens de la commune votent pour une affectation d'une partie du budget à quelque chose. Bon. Puis la municipalité réalise, au moment où elle lance son projet du budget participatif, qu'il y a une maison d'accueil spécialisée là, qui est là. Bon, et avec des personnes assez lourdement handicapées, paralysie cérébrale, athétosique, voilà, enfin, dans des fauteuils roulants, enfin, spasticité, tout, un handicap très lourd. Bon, alors, mais une municipalité inclusive, une municipalité qui veut faire de l'accessibilité, qui se dit, ils ont leur place aussi dans le budget participatif. Ils se tournent vers l'équipe de l'établissement et disent alors, qu'est-ce qu'ils veulent, vos résidents? Elle dit demandez-leur. Ah ouais, mais enfin, leur demander, vous savez,
pas comment on va faire. Bon, on aimerait bien. Enfin, alors l'équipe dit bah oui, ça on a bien vu. Effectivement, on a vu le questionnaire là sur le site de la municipalité. Je peux vous dire, pour pouvoir y répondre, enfin d'abord, n'importe qui n'est pas capable d'y répondre. En plus, il faut pouvoir dactylographier. Vous n'avez pas prévu tel élément d'accessibilité. Effectivement, vous n'avez pas l'air de savoir. Maintenant, nous, on peut vous aider. Nous, professionnels de la maison d'accueil spécialisée, on peut vous aider à faire un questionnaire. Ah bah ouais, et donc, ce questionnaire, ils l'ont élaboré du coup ensemble. Les experts, c'était les professionnels du travail social au service d'une municipalité qui cherchait simplement à se rendre plus largement accessible. Et du coup, le questionnaire a été rendu accessible bien plus qu'à seulement les résidents, comme on dit, de la maison d'accueil spécialisée. Soit dit en passant, ils ont demandé des choses qui n'étaient pas du tout comme s'y attendait la municipalité, simplement des planches, de l'accessibilité PMR. Et voilà, ils ont été un peu surpris de découvrir que quand on est en fauteuil roulant, on peut aussi avoir envie de choses tout à fait communes à celles de tous leurs autres concitoyens. Bon, petite anecdote pour vous dire, voilà, vous avez sur cette toute petite illustration de rien du tout, un tout petit geste d'accessibilité qui dilate tout d'un coup, qui donne tout d'un coup une toute autre dimension à la présence d'une équipe de travailleurs sociaux et des personnes handicapées dans une municipalité. Donc voilà, c'est un grain de sable, on s'entend, c'est pas comme ça qu'on transforme la société. Encore que, vous savez, c'est aussi par... moi, c'est pour ça que je crois beaucoup à la compétence des collectivités territoriales dans ce domaine. C'est pas simplement une longue tradition qui voudrait que l'aide sociale soit départementale. C'est qu'on a besoin d'une incarnation extrêmement concrète d'un projet qui n'est pas un projet médico-social pour le travail social, c'est un projet de société. Moi, je dis quelquefois, Saïd m'a déjà souvent entendu le dire, le médico-social, il doit devenir médico-sociétal. C'est la condition pour qu'il puisse remplir sa mission. Voilà. J'ai sûrement pas respecté les 10 minutes, mais... Mais tu vas pouvoir prendre ton vol retour. Bon, merci beaucoup à tous et toutes. On va passer aux questions, au débat dans la salle. J'en ai récupéré, parce qu'il y avait la possibilité de questions écrites, donc je les lancerai au débat. Mais juste avant, je propose qu'on salue Denis Pifto qui va nous quitter dans la minute qui suit. Merci Denis. Merci beaucoup.